Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle tournure dans l'affaire Norbert Zongo au Burkina Faso. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre François Compaoré, le frère de l'ancien chef de l'État, soupçonné d'être impliqué dans ce dossier. Second tour des législatives ce dimanche 30 juillet en République du Congo, un scrutin sans suspense qui devrait permettre au PCT, Parti congolais du travail, la formation au pouvoir, de conforter sa majorité. Et puis l'économie tunisienne est en difficulté alors que le taux d'endettement vient de dépasser la barre des 75%. Le gouvernement espère trouver une solution face à cette situation. Nouveau rebondissement dans l'affaire Norbert Zongo au Burkina Faso. Un mandat d'arrêt international pour incitation à assassinat a été émis à l'encontre de François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré, soupçonné d'être impliqué dans ce dossier. Précision de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Émis le 5 mai 2017, la procédure judiciaire contre le frère cadet du président Blaise Compaoré a été rendue publique il y a à peine quelques jours. Désormais, sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par Interpol, François Compaoré, s'il est arrêté, devra répondre dans le dossier pour lequel il est cité, à savoir l'assassinat en 1998 du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Pour l'Association des journalistes du Burkina, c'est une avancée significative qui intervient au moment même où le doute s'était installé chez les Burkinabés. Ça donne de l'espoir, mais aussi ça appelle à la prudence. C'est vrai, nous reconnaissons que c'est un acte significatif qui a été posé, en tout cas dans un contexte de forte attente de justice. C'est l'affaire Norbert Zongo. Mais il faut dire que le mandat d'arrêt, tel qu'on l'a appris, date déjà du mois de mai. Pas du mois de mai. Ça fait déjà à peu près 2 mois, voire même 3 mois, que le mandat d'arrêt a été lancé. Et François Compaoré est toujours quelque part. Et cela coule certainement en douce. En exil depuis 2014, suite à l'insurrection populaire qui a mis fin au régime de son frère aîné Blaise Compaoré, François Compaoré pourrait être jugé par contumace, comme le souhaitent les avocats de la famille du journaliste. Bon, en tant qu'acteur de la société civile, qui a l'amour de son pays et qui prône la justice, moi je trouve que si M. François Compaoré n'a rien à se reprocher, qu'il rentre librement s'expliquer. Voilà, parce que nul n'est au-dessus de la justice. Je suis pour qu'il rentre s'expliquer, et quitte à ce qu'il montre les éléments nécessaires pour qu'il soit disculpé. C'est le 13 décembre 1998 que Norbert Zongo et 3 de ses compagnons ont été retrouvés morts et calcinés à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou alors qu'ils se rendaient dans un campement de chasse. Le rapport d'enquête avait conclu leur assassinat, d'autant plus que le journaliste enquêtait sur la mort dans des conditions troubles de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré. En République du Congo, les électeurs étaient aux urnes ce dimanche 30 juillet pour le second tour des législatives. Un scrutin sans surprise. En effet, le parti présidentiel, largement vainqueur au premier tour, devrait conforter sa majorité à l'Assemblée nationale. À Brazzaville, les précisions de notre correspondant Deva Panzo. Dans le bureau de vote de la mairie de Poto-Poto, l'affluence était timide ce matin 30 juillet 2017, jour du deuxième tour des législatives. Mais le chef de ce bureau a rassuré sur la mobilisation des électeurs au fil des heures. Généralement, les premières heures de la matinée, les gens ne viennent pas en masse. C'est à partir de midi, de midi jusqu'à 17h, 18h qu'ils viennent maintenant. Le matin, très souvent, c'est un peu difficile. Techniquement, matériellement, il n'y a pas une grande difficulté, excepté quelques petits retards, mais sinon que ça va. Les électeurs avaient à choisir les 58 députés qui compléteront la liste des 93 élus dès le premier tour le 16 juillet dernier. Ainsi, le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, est en bonne voie d'obtenir la majorité parlementaire. Par ailleurs, Gibris Parfait Kolela de l'UDH-UKI, qui a obtenu 7 sièges, et Pascal Satima-Biala de l'UPADS, 3 sièges, sont les seuls opposants qui ont engagé leur famille politique dans ce scrutin. À Poto-Poto, dans le 3e arrondissement de Brazzaville, la population veut le changement. Moi, je veux un changement dans Poto-Poto parce que les gens qui étaient avant n'ont rien fait dans notre quartier. Donc, je veux que ça se passe. Donc moi, je veux qu'il y ait un changement, quoi. Un candidat jeune, dynamique, à l'écoute des populations,
C'est ce genre de candidat qui les populations de Potopoto qui sont, pour moi, orphelins depuis 2 mandats, ont besoin. Si tu vois l'état de ces quartiers, vous allez comprendre qu'on n'avait pas une représentation valable à l'Assemblée pour défendre réellement les intérêts des populations. Nous devions voter quelqu'un qui est compétent, qui aime la population. On ne peut pas voter n'importe qui. Nous devons être clairs. Notons que quelques irrégularités ont été identifiées à Brazzaville, à l'instar du cas observé à Potopoto où le nom du candidat indépendant Gérald Bokilo ne figurait pas sur la liste. L'économie tunisienne en difficulté alors que le taux d'endettement vient de dépasser la barre des 75%. Le gouvernement se retrouve dans une situation délicate. Afin de redresser son économie, la Tunisie est obligée de se conformer aux réformes imposées par le Fonds monétaire international. Sharon Kamara. Les indicateurs économiques sont dans le rouge en Tunisie. Le taux d'endettement de l'État a ainsi dépassé la barre des 75%. Le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Fadel Abdelkafi, a par ailleurs annoncé que le budget de fonctionnement du gouvernement était également en hausse. Le budget de l'État tunisien a grimpé de 18,6 milliards de dinars en 2010 à 34,5 milliards de dinars actuellement, d'où l'aggravation du déficit budgétaire. Nous sommes dans une zone de risque et c'est maintenant qu'il faut se lever pour la Tunisie. Les organisations, les partis et la société civile doivent contribuer à la sortie de la crise économique. Le business model tunisien ne peut plus continuer comme ça. Une situation qui amène l'État tunisien, une fois de plus, à faire appel à des fonds internationaux. Dans le cadre d'un mémorandum d'entente avec l'Union européenne, la Tunisie a obtenu un accord de prêt de 500 millions d'euros. Une somme qui doit permettre de combler le déficit du côté de la masse salariale, qui s'élève actuellement à plus de 5 milliards d'euros. Il faut d'abord comprendre que toute situation de non-croissance, de non-création de richesse nationale, de non-bénéfice des entreprises publiques est une situation qui se paye quelque part. La première chose à faire de la part du gouvernement est de mettre en place un budget de relance sérieux, crédible et finançable. Les aides internationales apportées à la Tunisie lui imposent également des contreparties, et notamment l'obligation de suivre un programme de réforme économique en accord avec le Fonds monétaire international qui lui a apporté en 2016 un soutien financier de 640 millions d'euros. C'est une manière pour ces initiateurs de lutter contre l'extrémisme et renouveler le discours religieux en Égypte. Les kiosques à fatwa installés dans les métros du Caire, ils sont destinés à fournir des informations fiables sur l'islam. Toutefois, l'initiative n'est pas du goût de tout le monde. Graziella Chakonte. La religion s'invite dans le métro du Caire. Des kiosques à fatwa ont récemment été installés à plusieurs stations. Derrière un bureau, 2 Tchèques dépêchés par le Centre de recherche islamique. Leur mission, offrir aux quelques 5 millions de voyageurs quotidiens une consultation en matière de jurisprudence islamique. Le comité de fatwa qui est ici dans le métro fait partie de la stratégie complète d'Al-Azhar pour combattre l'extrémisme et ramener les fatwas égarés dans le droit chemin. Certains d'entre eux ont été impliqués dans des vols. Une situation qui a créé une forte polarisation entre les Égyptiens et en particulier avec les jeunes qui représentent 60% de la population et qui sont très influencés par les fatwas. Combattre l'extrémisme, telle est donc la finalité, mais à peine lancée, l'initiative a provoqué une tempête de sarcasme. Pour certains, les kiosques de fatwa viennent s'ajouter à la nuée de vendeurs ambulants qui harcèlent les voyageurs. Pour d'autres, le projet n'est simplement pas opportun. Il est clair qu'ils sont déconnectés de la réalité et je suis choqué qu'après 4 années de vives revendications du peuple, le président use de tous les moyens pour réparer la rhétorique religieuse. N'ont-ils rien de mieux à nous proposer ? Les kiosques de fatwa resteront en place jusqu'à septembre 2017. Pour l'heure, plus de 2000 personnes se sont prêtées à l'exercice. Le gouvernement s'est d'ores et déjà dit prêt à renouveler l'expérience, à condition que le succès soit au rendez-vous.
À la page sport, les 8e Jeux de la francophonie d'Abidjan se sont achevés ce dimanche 30 juillet avec la finale du tournoi de football, un match qui a opposé la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le pays hôte s'est incliné face au royaume chérifien 7 tirs au but à 6. Après un match nul de 1 but partout, le Mali se classe 3e grâce à sa victoire contre la République démocratique du Congo, 2 buts à 1. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.